les Gazaouis peuvent tous prétendre au statut de réfugiés en France. Alors la raison, vous allez le voir, elle est complètement hallucinante. Parce que c'est le nom du rapport en fait, c'est le nom du rapport en question. Mur de Jéricho, ça veut dire que dès 2022, les Israéliens ont constitué un dossier pour dire que Hamas va tenter de passer le mur, le fameux mur de Gaza. Cette palestinocratie aussi, c'est-à-dire que plus en fait elle se dit victime de son impossibilité du retour en Palestine, plus finalement pour l'ensemble de ses followers, puisque c'est une influenceuse de haine en réalité. Que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, quelques vidéos encore aujourd'hui. Voilà, on revient avec 2-3 sujets très intéressants. La première, je vais moins parler parce que je suis très bavard. Quand je commence, je sais plus m'arrêter. Mais la première, je vais parler avant et je vais mettre la vidéo après parce qu'elle dure quand même assez 5 minutes. Mais je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Et la dernière vidéo, là, je veux parler. Là, j'ai envie de parler pour la dernière vidéo que je vais vous montrer. Les amis, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais partagé, pardon les amis, j'avais partagé ma propre théorie, vous savez, ma fameuse théorie sur le protocole Hannibal, cette directive israélienne qui permet de tirer sur ses propres soldats ou ses propres civils pour qu'ils ne soient pas capturés. Vous vous rappelez cette vidéo? Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est dans les vidéos. Je suis curieux, mais vraiment très curieux de savoir ce que vous allez en penser. Évidemment, par rapport à ma théorie. Hein. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec un récit biblique. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la chute du mur de Jéricho. Récit biblique selon lequel les Hébreux, en conquérant ce territoire, avec leurs trompettes, ont fait tomber le mur. Pourquoi je veux mentionner cette histoire? Parce que c'est le nom du rapport, en fait. C'est le nom du rapport en question. Mur de Jéricho, ça veut dire que dès 2022, les Israéliens ont constitué un dossier pour dire que Hamas va tenter de passer le mur, le fameux mur de Gaza, et ça fait 40 pages. Le New York Times a pu consulter ce document en longueur, et ce qui frappe les journalistes du New York Times, ils le disent dans une phrase, c'est à quel point le Hamas a suivi. Le Hamas a suivi ce plan avec une précision, je cite, choquante. Qu'est-ce qui est choquant dans cette précision? Dans ce rapport, vous avez 3 étapes qui aujourd'hui nous interpellent quand même. D'abord, il y aura un barrage de roquettes avant l'attaque. C'est exactement ce qui s'est passé. Le rapport précise qu'il s'agit en fait de distraire l'attention des soldats israéliens et de les envoyer en urgence dans les bunkers. Premier élément. Deuxième élément, ensuite, il va y avoir une attaque de drone pour neutraliser la vidéosurveillance. On reprend les images du 7 octobre. Vous la voyez, l'attaque de drone, précisément pour neutraliser les caméras de vidéosurveillance et neutraliser ces caméras. Et puis, l'attaque, le franchissement du mur, parapente, moto et à pied. On reprend les images du 7 octobre, parapente au niveau notamment du fameux festival de musique, les motos qui ont franchi le mur, on a tous les images en tête. C'est frappant. Ça va plus loin. On nous mentionne 60 points potentiels de franchissement, mais je dirais que l'un des détails les plus troublants, c'est la première phrase de ce rapport, qui est citée par le New York Times. La première phrase est en fait un verset du Coran. Verset 23, sourate 5, Al-Maïda. Surprenez-les en passant par la porte, et si vous y parvenez, vous serez sans doute les dominants. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement le verset repris par la communication du Hamas juste après les attaques du 7 octobre, notamment dans leur communication sur les réseaux sociaux. Vous voyez, rien que le refrain, il est déjà presque anticipé. Ça va encore plus loin, parce que le rapport affirme qu'il y a peut-être eu des fuites. Le Hamas dispose d'informations détaillées sur les localisations et les effectifs de l'armée israélienne. Je vous rappelle qu'on est en 2022. En 2022, le rapport parle d'une base qui sera ciblée prioritairement, la base de Reim. Et évidemment, je vous le donne dans le mille, base de Reim, 7 octobre, l'une des premières bases qui sera prise et attaquée par les terroristes. On ne sait pas, le New York Times ne dit pas, comment Israël avait réuni autant de détails sur cette attaque. Non, mais ce qui est incroyable, c'est déjà de voir que le plan s'est passé comme prévu, mais qu'en plus, il y a eu des alertes pour dire que ce plan allait peut-être devenir réalité. Oui, alors le récit qui est assez fou, c'est le récit de juillet 2023, donc c'était 3 mois avant l'attaque. Une analyste expérimentée de l'unité 8200 qui est en charge de surveiller ce qui se passe dans la bande de Gaza. Elle envoie un mail à l'ensemble des officiers au mois de juillet, le 6 juillet précisément, entraînement intensif qui correspond entièrement au document du mur de Jéricho. Attendez, ça va encore plus loin parce qu'il y a des détails quand elle dit que ça correspond entièrement au mur de Jéricho. L'entraînement incluait donc un exercice de tir contre l'aviation israélienne, la prise d'un kibbutz
et d'une base militaire en tuant les cadets. Pendant cet exercice, les terroristes du Hamas ont utilisé la phrase du Coran apparaissant dans le document du mur de Jéricho, la fameuse phrase que je viens de vous mentionner il y a quelques instants. C'est assez frappant, et pourtant la hiérarchie répond. C'est un colonel d'une division en charge de la zone de Gaza. Scénario totalement imaginaire. Attendons patiemment. Ça ne s'arrête pas là, parce que l'analyste persiste dans son raisonnement et dit je réfute totalement le côté imaginaire, c'est un plan conçu pour lancer une guerre, pas un simple raid sur un village. Elle ne sera pas entendue. Alors, l'unité 8200, quand on voit sur les photos qui en sont diffusées, c'est une unité où il y a beaucoup de femmes, notamment, qui surveillent les images. Alors, est-ce qu'il s'agit de machisme? Les médias israéliens, notamment la 12e chaîne, affirment qu'il y a un collègue qui l'a appuyé dans l'échange de mails, et même avec l'appui d'un collègue, personne n'a entendu. Alors, ce peut dire avec certitude le New York Times et ses journalistes, le document a largement circulé au sein de l'armée israélienne et des responsables du renseignement. Évidemment. Est-il allé jusqu'au bureau du ministère de la Défense? Est-il donc allé aussi jusqu'au bureau de Benjamin Netanyahou? Le New York Times ne répond pas à cette question. Par contre, ce que dit le New York Times, c'est que les gouvernants et probablement le clan Netanyahou sont au courant probablement depuis des années de ce mode opératoire que je viens de vous décrire. Pourquoi? Parce que le New York Times révèle une note signée par Avigdor Lieberman en 2016, donc c'est à 7 ans. Avigdor Lieberman, ministre de la Défense 2007-2018 sous Benjamin Netanyahou. Que dit cette note? Dès 2016, c'était donc en 2020, on est en 2023, 7 ans. Le Hamas compte déplacer le conflit sur le sol israélien avec des prises d'otages et des occupations de communautés. Donc on pense évidemment au kibbutz. Et en fait, dès 2016, on avait des bouts du mode opératoire qui commençaient à s'assembler. Le Hamas investit dans des armes sophistiquées, des brouilleurs de GPS et des drones. Le Hamas a augmenté sa force de combat pour atteindre 27 000 hommes. Donc on avait le mode opératoire qui était dessiné depuis des années, que la classe politique, de toute évidence, puisque c'est signé par le ministre de la Défense, avait en tête. Est-ce qu'ils avaient en tête tout au long de cette période de 7 ans? Visiblement non. Rima Hassan, les amis, elle défend une cause qui pourtant trouve un écho dans les paroles même du président français. On est bien d'accord? Je m'explique. Le président français dit qu'il est prêt à reconnaître l'État palestinien. Rima Hassan défend l'État palestinien. Alors expliquez-moi comment aujourd'hui vous pouvez la menacer, comme dans la vidéo précédente, de la déchoir de sa nationalité, et de la traiter de tous les noms comme le fait cette dame. On a bien compris qu'elle préférait brandir le kéfier que le drapeau français. Et puis toujours avec cette forme de victimocratie, ce palestinisme, cette palestinocratie aussi, c'est-à-dire que plus en fait elle se dit victime de son impossibilité du retour en Palestine, plus finalement pour l'ensemble de ses followers, puisque c'est une influenceuse de haine en réalité, qui profite du pogrom du 7 octobre et qui profite de ce qui peut se passer à Gaza pour dorer en fait son aura, notamment au sein de la France insoumise, et fracturer la société française. C'est l'histoire d'une trahison. C'est l'histoire d'une trahison française, c'est l'histoire d'une personne qui, alors elle, qui répond éperdument à ce que veulent notamment les frères musulmans, c'est-à-dire être dans l'entrisme jusqu'au sein du Parlement européen, de fracturer la société. Elle répond aussi finalement à cette logique d'ennemi de la République, de haute trahison à la limite de ça, puisqu'elle ne reconnaît pas finalement. On a des difficultés avec l'Algérie, on a toute la question de nos 2 otages de Boualem Sansal, et elle fait le choix de l'Algérie. Exactement. Donc c'est-à-dire que c'est quand même assez, c'est terrorisant en réalité. Plus que problématique. C'est très problématique. Et par ailleurs, elle utilise véritablement des méthodes pour insuffler de la haine, de la violence au sein de notre société. Elle utilise finalement une méthode 2.0 pour avoir une stratégie du Troisième Reich, de pointer du doigt, de faire des cibles dans le dos des citoyens juifs, de faire des listes, on a vu sur ces messages Twitter, des listes de gens qui ne sont pas d'accord avec elle ou qui pour le coup demanderaient la libération de Boualem Sansal. C'est une personne dangereuse. Comment peut-on la qualifier d'ennemi
de la République. Quand la République elle-même reconnaît officiellement, par la loi, juridiquement, les souffrances du peuple palestinien. Alors, comment pouvez-vous la qualifier de l'ennemi de la République? Je n'arrive pas à comprendre. Il faut m'expliquer. Ici, elle dit simplement que voilà, l'Algérie est mon deuxième chez moi. Puisque je ne peux pas aller à ma première maison. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire là-dessus? Elle le dit car l'Algérie est un des pays arabes qui défend fermement la cause palestinienne. Et je pense, à mon sens, c'est pour cela qu'elle le dit. Parce qu'elle elle sent l'amour que les Algériens portent à la cause palestinienne. Et c'est à mon sens, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Je pense que c'est pour cela qu'elle dit que l'Algérie est mon deuxième chez moi. Il y a d'autres pays que l'Algérie, évidemment, hein, mais là, je parle d'Algérie parce que Rima Hassan parle d'Algérie. Il y a beaucoup d'autres pays arabes qui défendent la cause palestinienne. Ok? Mais cette femme, qui par ailleurs pourrait faire un couple parfait avec Meyer Habib ou Tapiro ou autre, hein, que je nommais Rachel Kahn, emploie des termes qui pourraient lui valoir une plainte. Les mêmes mots prononcés par Rima, dit de la bouche de Meyer Habib, c'est pas grave. Si Tapiro dit, c'est pas grave. Si Rachel Kahn le dit, c'est pas grave. Mais c'est pas fini, les amis. Car là où ça devient plus choquant, c'est lorsqu'elle est comparée à la stratégie du Troisième Reich. Si on fait la même chose avec Israël, là on est direct au tribunal. Hein. Si aujourd'hui moi je fais des vidéos et je compare Israël au Troisième Reich, je suis sûr que je serai appelé au tribunal hein, à comparaître. Nous à l'AFD, on n'a pas d'activité en Algérie en vérité, on ne fait pas de financement en Algérie. Est-ce que vous savez par exemple qu'on donne 800 millions d'euros à l'Algérie? Encore une fois, l'Algérie ne s'endette pas, l'Algérie ne prend pas d'argent venant de l'Agence française de développement. On revient sur Sarah Knafo, les amis. J'ai partagé la dernière vidéo où Sarah Knafo disait que la France donnait des milliards, des bonbons, des friandises, des biscuits, des vêtements, et que sais-je d'autre à l'Algérie. Que la France versait 800 millions d'euros par an à l'Algérie. Vous vous rappelez? La vidéo, elle est sortie. Je crois que c'est la dernière vidéo ou c'est l'avant-dernière vidéo. Sur la fiche, il y a Sarah Knafo. Allez voir ce que je disais dessus. Alors, voilà. Pour info, évidemment, c'est bidon. Rapidement démenti par l'AFD, qui a rappelé que la France n'accordait aucune aide directe à l'Algérie, à part les bourses pour étudiants. Et là-dessus, d'ailleurs, je serais très curieux que mes amis algériens me disent ces fameuses bourses pour étudiants. Qu'on m'explique un peu comment ça se passe. En tout cas, ceux qui connaissent et ceux qui veulent. Donc, ce genre de fake news, c'est la méthode classique de l'extrême droite. 1, pour manipuler la population. 2, pour avoir les électeurs. Ils n'ont que ça. C'est leur seule manière. Parce que je n'ai pas encore vu une seule personne d'extrême droite qui a sorti des chiffres ou des vérités et qui a été avérée. Ils ont toujours été démontés, toujours été démentis, toujours. Enfin bon, je peux me tromper. Si je me trompe, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Les Gazaouis peuvent tous prétendre au statut de réfugiés en France. Alors la raison, vous allez le voir, elle est complètement hallucinante. Les 9 juges de la Cour nationale du droit d'asile ont estimé qu'ils pourraient être persécutés par l'armée israélienne. On va peut-être rappeler tout de même le mode opératoire de l'armée israélienne concernant les populations civiles. Alors le mode opératoire de l'armée israélienne, on peut le répéter pour la 10e fois. Hein. Ils envoient des SMS pour dire attention, on attaque là. Ils envoient des prospectus pour dire attention, on attaque là. Le statut de réfugié n'a pu lui être accordé qu'en décidant que Israël persécutait
les Gazaouis en raison de leur nationalité. Ces Gazaouis sont victimes d'une guerre qui a été déclenchée par le Hamas. Avec les terroristes du Hamas qui, on le sait bien, prend la population comme bouclier. Mettre le statut de réfugié, c'est, disons, infliger une connotation morale à l'action d'Israël à Gaza, alors qu'Israël se défend. Et le Hamas se sert de beaucoup de Gazaouis comme bouclier humain, ça faut quand même le rappeler. Est-ce que les Ukrainiens sont accueillis en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on a besoin d'accueillir des Gazaouis et toute la misère du monde? Quand des Palestiniens et des Gazaouis arrivent dans nos territoires, avec quelle idéologie ils arrivent? Ça, est-ce qu'il y a un contrôle d'idéologie? Ça, je ne sais pas. On ne peut pas accueillir des gens qui ont une culture totalement opposée à la nôtre. Sans parler des terroristes qui pourraient se glisser parmi ces demandeurs d'asile. Rappelons-le, parmi ces populations, des terroristes peuvent très bien se glisser dans ces flux de demandeurs d'asile. Moi, je voudrais savoir qui sont ces 9 juges. Je voudrais connaître leur identité, parce que dans 20 ans, dans 30 ans, s'il y a quoi que ce soit, si au nom de je ne sais quelle idéologie, il y a des attentats en France, ils seront responsables. Donc il n'y a pas si longtemps, dans une de mes vidéos, je disais clairement, ne vous étonnez pas si les gens que vous laissez massacrer finissent un jour chez vous. Rappelez-vous. Et voilà que le 11 juillet 2025, la France, par une décision de la CNDA, accorde désormais le statut de réfugié à tous les Palestiniens originaires de Gaza qui en font la demande. C'est pas une loi, non. C'est une jurisprudence. C'est-à-dire que désormais, la France reconnaît implicitement qu'être Gazaoui aujourd'hui, c'est être en danger de mort. Ah là là là. C'est de l'ironie mordante. Le plus fou dans l'histoire, les amis, c'est que les mêmes politiciens, les mêmes extrémistes qui applaudissent les bombardements ou détournent les yeux sont aujourd'hui obligés par la justice française d'accueillir ceux qu'ils ont laissés massacrer, ceux qu'ils ont laissés tomber. Ironie du sort. Les gens que vous rêviez de voir persécutés, voire carrément éradiqués, vont finir aujourd'hui chez vous. Mais en plus de cela, sous protection officielle. Et ça, c'est pas une opinion, c'est une réalité juridique. Rappelez-vous, je parlais de ça dans une vidéo lorsque Israël a attaqué l'Iran. La vérité, c'est que quand on détruit un peuple, un pays, une génération, faut pas s'étonner qu'ils fuient pour survivre. Et aujourd'hui, la France leur tend la main. Pas par charité, mais parce que le droit l'impose. C'est ça la France en 2025. Des bombes là-bas et les papiers ici. À méditer, les amis. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, autant que j'ai aimé de la faire pour vous. Voilà, on se retrouve d'ici quelques jours encore. Et continuez à vous abonner, partagez la vidéo, blablabla, blablabla, et augmentons la famille. Sur ce, les amis, que la paix soit sur vous, profitez des vôtres. Ciao.